Bonjour à tous, bienvenue. Donc je suis Nicolas Borghese, délégué général du club, avec nos équipes, Anne et Aurore notamment, qui sont avec nous, plus les équipes du club. Bienvenue aux mentors, aux professionnels que vous êtes et de votre positionnement sur ce programme. Peut-être avant qu'on rentre de plein pied dans cette masterclass, je vous propose peut-être qu'on fasse un tour de table pour voir un petit peu qui est là. On peut prendre voilà, quelques minutes pour que les personnes inscrites et présentes puissent dire un petit mot de présentation. Je vous propose de vous donner la parole. Je vais commencer par la liste que j'ai sous les yeux. Peut-être Amandine Chapelu de Proman. Bonjour à tous, je suis Amandine, je suis responsable de Proman Intérim pour la Haute-Savoie et je suis une ancienne étudiante à l'époque ça s'appelait UUP Commerce et Vente. Et du coup, ça m'a semblé important de pouvoir aussi aider les jeunes. Merci Amandine, on sait votre engagement à nos côtés et aux côtés des autres partenaires de l'emploi, de la formation et de l'insertion. Merci d'être avec nous. Angeline Couchevelou. Oui, bonjour, Angeline Couchevelou, je suis avocate en droit des sociétés au sein du cabinet FIDAL et j'ai moi-même bénéficié de l'enseignement de l'Université de Savoie, donc ça me semblait tout naturel. Très bien, merci à vous, bienvenue. Merci. Anne Crosnier-Martel. Oui, bonjour, je suis moi également aussi avocate en droit des affaires au barreau de Chambéry et j'interviens aussi dans le cadre de la formation des avocats pour l'intégration à l'école des avocats. Et je trouve que c'est normal aujourd'hui d'aider les jeunes à rejoindre notre profession. Un grand merci à vous, bienvenue. Nadia Benamour. Oui, bonjour. Alors, Nadia Benamor, moi, je suis dans la société Avetix depuis quelques années, sur la partie supply chain. Et c'est avec grand plaisir que j'ai accepté cette invitation pour aider les jeunes, tout simplement. Très bien, et bien merci à vous. On est content d'avoir des industriels à nos côtés. Merci. Céline Dumas. Oui, bonjour, Céline Dumas, DRH chez MIHV. Bon, je crois qu'on a tous la même motivation. Hein. C'est vrai qu'on a envie de consacrer du temps aux étudiants. Voilà. Alors, merci beaucoup pour cette démarche bienveillante de soutien. Et c'est vrai que la période est propice à ces rapprochements. Un grand merci à vous. Je suis très content aussi d'accueillir Sabine Cordier, que je n'ai pas vue depuis quelques mois. Je crois que tu es avec nous. Sabine, bonjour. Oui, bonjour, bonjour à tous. Moi aussi, ça me fait plaisir, Nicolas, de revenir, même un petit peu à distance. Donc, j'étais directrice de Pôle emploi sur Annecy. Je suis partie un peu en région Grand Est. Malgré tout, toujours un pied en Haute-Savoie. Et voilà, j'ai à cœur aussi de faire partie de cette équipe de professionnels et d'aidants concernant les jeunes. Voilà, donc avec beaucoup d'humilité, si on peut faire quelque chose. Merci en tout cas de ce projet. Merci Sabine, à toi et très heureux de te retrouver sur ce mentorat. Également, merci. Merci à toi, Nicolas. Éric Gigueleux. Bonjour, bienvenue. Éric Gigueleux, je ne sais pas si vous nous entendez. Il y a votre coupe qui est coupée, je pense. Monsieur Gigueleux. Bon, on essaiera de retrouver Éric tout à l'heure. Aude Favoulet. Oui, bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez, oui. Très bien. Bien, alors moi je suis donc Aude Favoulet, je suis magistrat, j'occupe des fonctions de vice-présidente en charge de la présidence du tribunal correctionnel au tribunal judiciaire de Chambéry. Voilà, et je ne suis pas du tout savoyarde d'origine, mais j'aime beaucoup la région et le projet de mentorat de l'université m'intéressait beaucoup. Voilà. Très bien, et on est content de vous avoir et en Savoie et au programme de mentorat. Bienvenue, madame. Merci bien. Léonard Gay. Oui, bonjour. Donc, je suis chargé de mission transition numérique, ville intelligente à la ville d'Annecy. Et
j'ai eu la chance d'avoir ces 3 dernières années 2 apprentis en train d'apprentissage, et du coup, je souhaite un peu, j'ai apprécié ces moments-là, et j'ai pouvoir renouveler ça sous un autre format via le mentorat. Très bien, bienvenue Léonard. Manon Gipoulou. Oui, bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez. Très bien. J'ai pris mes fonctions récemment de mon côté au sein du groupe Jeanlin Automobile en tant que responsable de formation. J'ai la chance également d'accueillir pour 2 ans un alternant en master. Et c'est dans la continuité finalement de cette démarche que je suis ravie de participer à cette première réunion pour le programme de mentorat. Très bien, Manon, bienvenue. D'autant que la paternité de cette action de mentorat a été poussée par Alain Yvet, directeur de la plaque Haute-Savoie chez Jeanlin, et c'est grâce à lui qu'on se retrouve aujourd'hui. Il sera à nos côtés sur les prochaines étapes, et voilà, et c'est grâce à lui qu'on a pu lancer cette dynamique, entre autres, et puis aujourd'hui l'élargir à l'ensemble des partenaires ce matin présents. Bienvenue, Manon. Merci. Hélène Beauviau. Bonjour, Hélène Beauviau, donc je suis avocate fiscaliste. J'ai créé un cabinet il y a à peu près 2 ans, donc petit cabinet, mais j'ai le souhait, je souhaite vivement m'impliquer dans la formation des jeunes, et l'université est un partenaire, je pense, très intéressant pour nos professions, et voilà, c'est une occasion parfaite pour entrer dans cette communauté. Merci de cette initiative. Merci à vous, on est très content de vous avoir. Je reviendrai aussi sur la spécificité mentorat, mais juriste, droit, qui est, voilà, vous l'avez vu autour des présentations, on a un certain nombre de professions du droit et juristes, et j'y reviendrai tout à l'heure. Merci Hélène, bienvenue. Julie Rascala, si je prononce bien, bienvenue. Oui, c'est parfait, merci beaucoup. Bonjour à tous, Julie Rascala, donc je suis consultante en conduite du changement. J'accompagne les individus et les organisations à faire du changement un allié. Je suis ancienne étudiante à l'Université Savoie-Mont-Blanc, et également j'ai été enseignante vacataire pendant quelques années, donc je vous remercie pour cette initiative que vous réalisez, qui me semble tout à fait honorable, et j'essaierai d'y apporter ma petite contribution. Un grand merci à vous, et si on est là, c'est véritablement grâce au mentor, donc merci beaucoup. Kevin Scoton, bonjour. Oui, bonjour à tous, Kevin Scoton, je suis avocat au barreau de Chambéry, et je suis un très jeune avocat puisque je le suis seulement depuis le 1er janvier dernier. Et j'ai été étudiant à l'Université Savoie-Mont-Blanc de 2012 à 2018, donc c'était normal pour moi d'aider les jeunes qui y sont aujourd'hui. Très bien, grand merci Kevin, bienvenue. Blandine Lacroix, bonjour. Oui, bonjour, Blandine Lacroix, donc responsable RH chez Jeanlin Automobile. J'ai moi-même bénéficié plus jeune à l'époque d'un parcours de mentorat, et c'est vrai que cette rencontre avec Alain Yvet, parce que moi j'ai pris mes fonctions au mois de juillet, a été une belle rencontre, et on s'est bien entendu sur le sujet, donc tant personnellement, en tant que conviction personnelle que professionnelle, voilà, c'est avec plaisir que j'intègre ce programme. Très bien, très content de faire votre connaissance, Blandine. Bienvenue, et au plaisir de poursuivre notre travail ensemble. Merci. Merci. Monsieur ou Madame Marter. Monsieur Marter, pardon. Oui, bonjour. Vous m'entendez? De très très loin. Oui, bon, je ne sais pas comment m'y prendre pour que ce soit mieux. C'est mieux? Oui, parfait. Bon. Donc, je suis avocat honoraire, ancien bâtonnier et ancien maître de conférence. Merci, Monsieur Marter. Et je sais aussi que côté du barreau, voilà, vous avez été aussi moteur sur cette démarche, et que voilà, vous avez aussi porté un certain nombre de démarches de soutien aux étudiants. Merci à vous. Monsieur Martranchard. Oui, bonjour, Nicolas Martranchard. Je suis directeur général des services du département de la Savoie. Pas originaire de ce département, mais très attaché au département, et ravi de rejoindre le programme de mentorat. L'idée pour moi, c'est de rendre ce dont j'ai pu bénéficier quand j'étais plus jeune. Voilà, tout simplement.
Eh ben, un grand merci à vous. On est très content d'avoir le département de la Savoie représenté par son DGS. Bienvenue en Savoie. Et vous savez que voilà, le club a des liens très anciens puisqu'on fête cette année nos 30 ans avec le département, le Conseil Savoie-Mont-Blanc et les différents EPCI du territoire. Un grand merci de vous avoir et une chance pour nos étudiants. Alors Sophie, je te passerai la parole après. Peut-être Sophie Saint-André, bonjour. Oui, bonjour. Alors, je ne suis pas Sophie Saint-André, j'ai un souci de connexion, j'ai utilisé celle de ma collègue. Je suis Élodie Perdry, je suis avocat à Chambéry. Voilà, et je réponds à une proposition qui a été faite par notre bâtonnier pour rejoindre ce programme. Avec plaisir. Parfait. Bah, bonjour Élodie, bienvenue. Excusez-moi du coup pour… Non, mais peut-être c'est moi qui ai mis un peu la confusion. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que d'autres mentors, j'aurais pas appelé certains mentors présents, si vous voulez bien intervenir, si c'est le cas? Oui, bonjour, Hélène Bernard. Moi, je suis journaliste et plutôt spécialisée économie et tourisme et je suis ravie de faire partie de ce projet pour transmettre et partager. Très bien, bah, merci à vous. Bienvenue, Hélène. Très bien. Puis peut-être Sophie, Arnaud, Aurore, Anne, si vous voulez. Je suis Sophie Arnaud, chargée de mission au Club des entreprises. Je suis là toute l'année pour accompagner les étudiants, donc il me semblait intéressant de lancer ce mentorat après plusieurs années d'accompagnement étudiant. Donc merci à vous d'être là. Bonjour, je suis Anne Naudy, je suis chargée de mission au Club des entreprises, rattachée à la composante de l'IUT de Chambéry, et je m'occupe, avec Aurore qui va se présenter, du programme du mentorat. Bonjour à tous, bienvenue dans cette masterclass de présentation des outils du mentorat. Donc, comme indiqué Anne, je suis Aurore Grémion, je suis responsable de la communication du Club des entreprises et vous avez dû déjà recevoir quelques mails de ma part et ce n'est probablement qu'un début. Voilà. Bonjour à tous. Bonjour, merci l'équipe, sans qui on ne serait pas là non plus aujourd'hui. Donc voilà, qui ont fourni un gros travail à la fois de préparation et puis d'outils dont on va vous parler tout à l'heure, à l'instant. On a aussi la chance, au travers de cette masterclass, d'avoir un conférencier, Serge Vendroux, également dirigeant d'entreprise, qui interviendra tout à l'heure. Peut-être Serge, si tu veux dire un mot de présentation. Je pense que je me présenterai un peu mieux en introduction au niveau de la conf sur un sujet que tu m'as demandé, que je connais un peu et que tu m'as demandé de présenter. Sinon, moi aujourd'hui, je suis le patron d'une entreprise de décolletage, petite entreprise qui, comment dirais-je, était essentiellement sur le marché aéronautique et qui est dans une phase d'adossement par rapport à, je dirais, des sociétés un peu plus grosses, de façon à ce qu'on puisse passer le cap. On a quand même plusieurs dizaines d'années d'existence. Voilà, et je dirais un petit peu d'où je viens par rapport à ce poste et puis comment j'en suis arrivé à vous parler du sujet que Nicolas Borghese m'a demandé de vous présenter. Très bien, Serge, un grand merci à toi d'être à nos côtés. Et voilà, je suis sûr que tes propos, ton approche du management, des relations va résonner tout à l'heure. Merci à tous. Écoutez, juste Nicolas, si Anaïs peut-être peut se présenter, parce que c'est la référente de la faculté de droit. Last but not least, Anaïs. Pardon. Les excuses, Anaïs, tu as la parole. Pas de souci. Bon, bonjour à tous. Donc, Anaïs Leveillet, je suis aussi chargée de mission au Club des entreprises et référente pour la faculté de droit. Et donc, on a été très rapidement aussi sollicité par le doyen de la faculté parce que lui-même a été sollicité justement par le barreau de Chambéry pour ce projet et pour la mise en place de ce projet. Donc, voilà, je suis ravie aussi d'assister à cette masterclass et de vous rencontrer. Merci. Merci Anaïs. Écoutez, je vous propose qu'on démarre. Donc, comme l'a rappelé Anaïs, en fait, le club a imaginé une action de mentorat sous l'impulsion des entreprises membres du club. On citait notamment Jeanlin. On a bien sûr des entreprises comme Sopra, Mobalpa, MTN et CNR, plus tout un réseau Amphénol Socapex qui est ici également à nos côtés. Voilà, et tout un réseau d'entreprises plutôt typées industrielles, mais aussi de services qui s'impliquent à nos côtés.
Parallèlement, une démarche a émergé au sein des métiers du droit, de la cour d'appel, du tribunal judiciaire, aussi avec le réseau des avocats grâce aux bâtonniers. Et on a monté en fait un programme général de mentors avec une déclinaison un petit peu spécifique pour le droit, parce qu'il y avait une vraie dynamique à la fois côté faculté de droit, mais aussi au niveau des professions du droit. Et puis en même temps, un programme plus général qui concerne toutes les formations de l'université et un réseau de mentors beaucoup plus élargi. Donc l'objectif de cette séance, c'est un petit peu de vous présenter à vous, mentors positionnés sur le programme, les ressources qu'on vous propose de mettre à votre disposition et puis surtout le déroulé du programme tel qu'on l'a imaginé pour le déployer sur cette année universitaire 2021-2022. Peut-être, on l'a bien entendu dans vos interventions, on est véritablement dans une logique d'échange, de dons et contre-dons. Hein. On a eu beaucoup de théories, notamment anthropologues, sur les théories du don et contre-don. Et l'idée de cet échange mentor-mentoré est bien une logique où chacun donne et reçoit, le mentor bien sûr et le mentoré bien évidemment. Et c'est cette double logique de don et contre-don qui est pour nous un critère de succès, de réussite de ce programme de mentorat. Et je suis très content de voir que vous êtes complètement dans ces logiques, puisqu'on sent à la fois un besoin d'être utile auprès des jeunes et puis aussi comment mieux appréhender cette jeunesse qui est traversée par plein de changements environnementaux, technologiques, managériaux, et les questions de sens au travail, d'engagement au travail aujourd'hui prennent une nouvelle dimension. Et pour nous, un des enjeux de ce mentorat, c'est aussi bien sûr que vous puissiez partager vos expériences, vos réseaux, parfois rassurer ou questionner ou challenger les jeunes, mais au-delà de ça, c'est véritablement aussi créer une dynamique un petit peu de réseau et de relations bienveillantes qui pourront s'inscrire bien au-delà du programme de mentorat. Allez, je vous propose que l'on avance. Hop, je vais passer la première diapo. Donc, bienvenue à tous et nous sommes très contents de vous avoir. Rapidement, pour ceux qui ne connaîtraient pas le Club des entreprises, donc on est une association loi 1901 qui va fêter cette année 30 ans puisqu'on a été créé en 1991 à l'initiative de dirigeants d'entreprises, Somfy, Tefal notamment, EDF, et puis bien sûr des enseignants-chercheurs de l'université, notamment Jean Moscarola, qui était enseignant-chercheur à Annecy, à l'IUT, à l'époque à l'IUP, l'Institut universitaire professionnel d'Annecy, et qui a notamment aussi créé une très belle entreprise dont certains d'entre vous ont peut-être déjà entendu parler, qui s'appelle Le Sphinx, qui est un logiciel avec des applications pour faire notamment des enquêtes et des analyses de besoins de fournisseurs, de clients et de différentes cibles. Voilà, donc le club aujourd'hui, c'est un réseau d'une centaine de membres et derrière cette centaine de membres adhérents, entreprises, collectivités, universités, c'est un réseau de 35 000 contacts sur les 2 Savoies notamment pour justement renforcer, développer cette relation université, entreprise, territoire au service des étudiants pour mieux aussi leur faire connaître le territoire, les métiers et je dirais leur donner les moyens de construire leur projet professionnel ou en tout cas les fondations de ce projet professionnel qui va les guider toute leur vie professionnelle. Vous le savez, on a longtemps eu des trajectoires linéaires, hein, une formation, un diplôme, un métier dans une entreprise et force est de constater aujourd'hui que les trajectoires professionnelles évoluent, se diversifient, changent parfois complètement et c'est aussi comment permettre à cette jeunesse de s'inscrire dans ces trajectoires professionnelles et finalement tracer leur voie et faire que leur job corresponde le mieux possible à leurs aspirations. Et ceci est un vaste sujet. Pour rappel, un étudiant sur 2 ne travaille pas dans le domaine pour lequel il est formé. Et c'est souvent faute de réseau. Et un des enjeux du mentorat, c'est de concrétiser cette insertion professionnelle en lien avec la formation initiale pour justement permettre cette insertion au plus près. Voilà, donc aujourd'hui, on a, grâce à vous, constitué un réseau de 48 mentors, une petite cinquantaine de mentors. Certains sont en cours encore de positionnement et pour nous, l'enjeu était d'articuler ou de mettre en adéquation le nombre de mentors avec le nombre de candidats étudiants mentorés. Et donc voilà, on avance, je dirais, sur cette première expérimentation de manière à pouvoir assurer cette corrélation.
Donc, je ne vais pas revenir sur la définition du mentorat qui s'affiche, hein, et je pense que vos différentes interventions montrent cette logique de bienveillance, de partage, et puis tout simplement, je dirais, de relations constructives. Et finalement, c'est bien ce qui guide notre travail dans ce programme. Donc la mission, votre mission, si vous l'acceptez en tant que mentor, hein, c'est bien d'encourager un jeune étudiant motivé à devenir acteur de son avenir, acteur de son projet, de devenir qui il est, pour reprendre un philosophe connu qui est Nietzsche, et finalement comment le mentorat va contribuer à permettre aux jeunes de se révéler. Et parmi les outils qu'on déploie, on a développé une box insertion professionnelle avec une palette d'ateliers proposés par des professionnels qui s'organisent autour de 3 grands thèmes qui structurent le projet professionnel de l'étudiant. Hein. La première thématique, c'est se connaître, qui je suis, quelles sont mes compétences, mes leviers de motivation. C'est-à-dire pour nous, c'est véritablement le point de départ pour le jeune de véritablement mettre des mots, apprendre à se connaître et puis identifier ses leviers de motivation, ce qui le fait vibrer, ce qui le fait moins vibrer, de manière à pouvoir avancer le plus en adéquation possible avec ce qu'il est ou ce qu'il ressent être. Deuxième grand thème qui est pour nous indispensable, c'est permettre aux étudiants de découvrir les métiers et leur environnement de travail et finalement de poser les jalons de ce parcours. Et puis enfin, une troisième thématique qui, elle, va permettre de passer à l'action, de tracer sa voie et d'aller à la rencontre d'entreprises, de professionnels, de développer son réseau via les différents outils et donc de se mettre en mouvement. Et pour chacune de ces 3 thématiques, on déploie tout au long de l'année universitaire différents ateliers animés par des professionnels de l'entreprise ou du recrutement ou des RH au sens large. Aussi les acteurs de l'emploi, et je suis très content que Sabine soit là, hein, au travers de Pôle emploi, également l'APEC qui peuvent participer. Et puis enfin, on a également un réseau d'associations privées type OTCI qui intervient via des jeunes retraités pour contribuer à partager une expérience. Alors, les outils pour les mentors, peut-être pour vous guider, mais en tout cas, au-delà de vous guider, de vous donner des ressources et vous permettre de pouvoir construire votre approche du mentorat. Donc, Anne, qui s'est présentée tout à l'heure avec l'équipe, a travaillé un guide du mentorat qui est assez bien fourni, qui retrace un petit peu toutes les grandes étapes. Et au-delà de retracer les étapes, d'informer sur ce qu'est le mentorat, vous verrez, il y a un certain nombre d'outils qui vont vous permettre d'accompagner l'étudiant sur le travail entre les différentes étapes de rendez-vous entre le mentor et le mentoré. Il est conçu en chapitres et donc avec des fiches pratiques dont je vous parle et qui sera un petit peu, qui pourra être votre document de formalisation des étapes du programme. Anne, peut-être en termes de diffusion, on le diffusera à l'issue de la masterclass de ce jour sur le guide. Tout à fait, tout à fait. Cet après-midi ou demain matin, on vous enverra tout ça par mail. Très bien. Voilà, donc vous pourrez le parcourir. L'idée, c'est qu'on puisse derrière interagir. On va voir comment créer un espace, comment dirais, un peu un cloud pour mettre un certain nombre de ressources, soit via Teams, on vous proposera des choses où vous pourrez aller aussi piocher les documents. L'idée, c'est de peut-être limiter les envois de pièces jointes par mail à trop de monde, hein, pour réduire un peu notre empreinte carbone, si j'ose dire, et puis créer des espaces virtuels pour déposer et échanger, déposer des documents et échanger. À côté de ce guide qui est pour nous le point de départ qui permet de faire une mise à niveau si besoin était pour les mentors, on a proposé avec notre partenaire cabinet RH, 6e Sens RH pour ne pas le citer, avec Frédéric Codan, qui est un cabinet basé à Chambéry, qui est aujourd'hui labellisé par les services de l'État et de la région pour accompagner les entreprises et les organisations. On a travaillé avec eux pour vous proposer deux outils. Le premier qui est non pas tout à fait un test, puisque le test suppose qu'on le réussisse ou pas. Or, on ne réussit pas à sa personnalité. On a une personnalité plutôt teintée de telle spécificité, de tel comportement. Et donc, cet outil talent est un questionnaire en ligne qui va permettre derrière de formaliser un petit peu les traits de votre personnalité via un jeu de couleurs et les motivations qui sont les vôtres. L'idée derrière n'est pas tant de profiler les mentors, mais bien qu'ils puissent prendre connaissance de cet outil, comment il fonctionne, comment
comment fonctionne une personnalité avec ses grands traits et ses motivations. Et le cabinet Sixième Sens proposera une séance collective d'appropriation des résultats pour que vous puissiez avoir les tenants et les aboutissants de lecture d'un résultat de questionnaire de personnalité. Bien sûr, ce sera sur la base du volontariat, mais on vous incite quand même à le faire. Côté étudiant, on a proposé un outil aussi d'analyse de personnalité et de motivation avec une start-up anécienne qui s'appelle Prismo, qui fait le prisme de personnalité, ce qui permettra aux mentors et aux mentorés d'échanger à partir de 2 outils de personnalité différents mais complémentaires. Et l'idée, c'est que vous puissiez engager une discussion sur vos propres motivations et traits de personnalité. Est-ce qu'il y a des questions peut-être sur cet outil de personnalité talent parmi les mentors? Non? Eh bien, écoutez, je vous propose qu'on avance. Donc, là-dessus, on vous sollicitera pour savoir si vous êtes intéressé pour faire ce questionnaire qui se fait en ligne. Et dès lors qu'on a votre accord, vous recevrez donc un lien Internet avec un code qui vous permettra d'aller passer en toute autonomie votre questionnaire en ligne. Et puis, à partir de là, vous recevrez par mail une synthèse de votre personnalité. Et puis, donc, le 3e temps qui sera une séance avec le consultant pour la lecture de ces outils. À côté du guide de l'outil talent, on vous proposera également un groupe de co-développement, toujours avec le cabinet Sixième Sens. L'idée, c'est d'avoir 3 temps forts dans l'année universitaire, une sur novembre, une plutôt en début d'année sur février, et puis une dernière sur mai à la fin de l'année universitaire, où là, vous travaillerez avec le consultant pour partager vos pratiques avec votre mentoré, ce qui s'est bien passé, peut-être les écueils ou les difficultés rencontrées, avec l'objectif derrière de pouvoir peut-être formaliser un guide de bonne pratique du mentorat, pour que tout ça puisse servir et alimenter les programmes des années suivantes. Voilà, alors sur les prochaines étapes du programme, puisque le lancement officiel, on va le voir, aura lieu le 8 novembre prochain avec les mentors et les mentorés. Et donc, je vous propose qu'on rebalaye un petit peu les dates. Donc aujourd'hui, la masterclass à destination des mentors pour présenter les ressources mises à votre disposition et le déroulé du programme. Donc ça va se dérouler sur fin octobre avec une plénière de lancement, comme je le disais, le 8 novembre, où en amont, le club aura fait de la préaffectation, du pré-matching mentor-mentoré au travers des critères sur lesquels on vous a interrogé, à la fois les mentors et à la fois l'étudiant. C'est-à-dire qu'on va essayer de vous proposer un pool de 3-4 étudiants qui correspondent à vos critères et aux leurs, de manière à ce qu'on puisse stabiliser ça le 8 novembre. Le groupe de co-développement dont je vous ai parlé, donc une séance en novembre, une en février et une en mai. On verra avec vous si on est plutôt en format présentiel ou distanciel. Le fait d'être un petit peu éclaté sur le territoire privilégie le distanciel, mais je pense qu'il est important qu'on ait 1 ou 2 temps en présentiel, en collectif, pour aussi créer du lien entre les mentors. Concrètement, sur le programme de mentorat, ce sera, comme on vous l'avait spécifié, un échange entre le mentor et le mentoré toutes les 6 semaines. C'est la condition qu'on demande, qui est aussi une condition que l'État a fixée dans le programme Un jeune, un mentor. Et donc, cet échange pourra se faire en physique, bien sûr, qui est l'idéal, mais aussi par téléphone ou en visio, type Skype ou Teams. Et puis, bien sûr, de jalonner ces séances par des échanges de mails, etc., dès lors que la dynamique collective prendra bien. Également, on proposera, je vous parlais tout à l'heure de la box insertion, des grands événements du club comme la semaine emploi-entreprise qu'on fait chaque année fin novembre. Cette année, ce sera du 21 au 25 novembre sur les 3 campus. Donc, on va vous alimenter aussi les mentors sur tous les ateliers, les événements que l'on organise, pour que vous puissiez aussi sensibiliser vos mentorés à l'intérêt pour eux d'aller participer. Et si vous avez il y a un intérêt pour vous, que vous y voyez un intérêt, que vous avez un peu de temps, votre présence sera aussi la bienvenue. Voilà un petit peu sur ces dates. Est-ce qu'il y a là aussi peut-être des questions, des besoins de clarification? Non, j'arrive à vous tenir encore un peu en haleine. Voilà, ça fait beaucoup d'informations, mais en tout cas, n'hésitez pas. Vous avez aussi le chat, si vous préférez aussi poser des questions par écrit via Teams, n'hésitez pas. Eh bien,
Voilà un petit peu. Je ne sais pas, Aurore, Anaïs, Anne, est-ce qu'il y a des choses que j'aurais omises ou peut-être pas suffisamment précisées? Je vais quand même enlever mon masque pour que voilà, vous puissiez me voir. Je voulais juste apporter une petite précision du coup sur le matching des étudiants. En fait, comme tu l'as bien expliqué en début de session, il y a deux programmes qui en fait se conçoivent et qui vont se dérouler parallèlement. Il y a donc le programme de la faculté de droit et le programme un peu plus général, ce que nous on a appelé programme général. Et en fait, pour le matching des étudiants, en fait, le pré-matching avec une petite proposition de 3-4 étudiants différents, ça va s'appliquer au programme de mentorat droit. Et en fait, pour le programme de mentorat général, on va auditer les étudiants par un jury et c'est nous qui allons effectuer le matching en fonction des souhaits de chacun. Voilà. Donc, pour les mentors du programme général, vous recevrez directement les coordonnées de l'étudiant qui vous aura été attribué. Voilà, merci Aurore. Et donc ce matching est fait par un jury d'administrateurs entreprises du club et on aura cette séance le 21 octobre. Donc voilà, d'ici fin octobre, on aura fait le matching. Je sais pas, peut-être avant qu'on passe à l'étape suivante, peut-être des réactions en tout cas sur le programme qu'on vous propose, sur les ressources et les outils. Est-ce que ça vous paraît utile et pertinent? Est-ce qu'il y a des choses qui vous seraient nécessaires? Est-ce que vous pensez à d'autres choses? Je vous ai tous perdus, vous êtes partis casser une graine. Non, pour l'instant, ça va, Nicolas, pour ma part. C'est clair. C'est clair. Bon, bah écoutez, si sur le déroulé du programme, sa mise en place, les ressources mobilisées, on est en phase, tout est partagé. Je vous propose qu'on passe à la deuxième étape, là aussi la plus importante, en complément donc du guide, du mentor, des outils de personnalité, de motivation, du co-développement. On souhaitait vous proposer aussi cette intervention de Serge Vendroux, à la fois dirigeant d'entreprise, mais aussi quand même spécialiste des questions de management, d'organisation. Et derrière ces questions d'organisation, les questions de compétences relationnelles, de qualité des relations entre les individus qui vont faire ou pas la force d'un collectif de travail. Du coup, je vous propose qu'on rentre dans le sujet et Serge, je vous laisse la parole. J'ai passé mon micro en fonction, alors je ne sais pas si tout le monde m'entend bien. Pour faciliter l'audition de tout le monde, si on pouvait tous couper nos micros de manière à ce que Serge ait quelqu'un d'actif. Est-ce que vous m'entendez? Parfait. Bon, écoutez, on va pouvoir commencer. Alors, si j'ai bien compris, c'est toi qui allais cliquer sur les passages de slide, donc tu peux peut-être passer le premier. Alors, effectivement, comme Nicolas l'a précisé, je suis aujourd'hui dirigeant d'une petite société de décolletage spécialisée dans le monde de l'aéronautique. D'accord, une société qui a déjà de nombreuses années de fonctionnement derrière elle. Je n'ai pas toujours été à la direction de cette entreprise. J'ai eu la chance de travailler dans différents grands groupes et après d'accompagner un certain nombre de PME. Et dans ces grands groupes, j'ai dirigé des grosses opérations de changement, que ce soit en France ou à l'étranger. Et j'avais toujours un petit peu le même constat, c'est que les collaborateurs, même les plus motivés, les plus expérimentés, étaient réticents, avaient des hésitations et souvent un stress excessif face, je dirais, à la conduite à tenir lors de changements importants au niveau de l'entreprise dans laquelle ils travaillaient. Et j'ai essayé d'explorer plusieurs approches de conduite de changement afin de réduire justement ces parties de stress néfastes. Et j'avais toujours des résultats dans les projets que je dirigeais qui étaient, je peux dire, un peu en dessous de mes espérances. Et il y a un certain nombre d'années, toujours à la recherche de solutions pour
pour conduire durant ces opérations de transformation, j'ai croisé dans le domaine des sciences cognitives des concepts et des implications, et des méthodes, des modèles, je dirais, connectés à des notions d'intelligence et de maturité émotionnelle qui ont eu, comment dirais-je, des répercussions sur la manière dont je pouvais diriger une entreprise ou des opérations de transformation. Et ce pan de sciences cognitives, selon moi, permet de mieux comprendre, je dirais, les résistances au changement et de développer des approches plus pertinentes pour conduire, je dirais, les transformations. Et puis, donc, qui dit conduire les transformations, c'est d'accompagner les individus, des groupes que vous dirigez. Bien sûr, cette notion d'intelligence et de maturité émotionnelle, c'est quelque chose qui dépasse largement le cadre professionnel. Et dans le programme, quand Nicolas m'a demandé de parler des fondamentaux, je dirais, parce que sur le sujet, après, il y a aussi la manière de transformer une entreprise, de faire évoluer un groupe. Il m'a demandé de parler des fondamentaux, et dans la partie mentorat, je pense que c'est des choses, moi, qui m'ont plu. J'ai tout de suite répondu que j'étais d'accord, parce que plus ces notions dont on va parler dans les prochaines minutes sont connues jeunes, je dirais mieux c'est. Moi, j'ai eu la chance d'être accompagné, j'avais une quarantaine d'années. Je pense que si j'avais été accompagné peut-être un peu plus jeune, j'aurais été peut-être un peu plus performant dans un certain nombre de contextes quand on retravaille les choix qu'on a pu faire au cours de nos différentes carrières et de notre vie tout court. Donc voilà. Donc Nicolas, si tu veux cliquer sur le premier slide. Alors quand on parle de comportement, je dirais pendant très longtemps, on a pensé que le comportement c'était quelque chose qui était complètement, on va dire, inconnu ou de droit divin ou en fonction des sensibilités de chacun venait d'on ne sait trop où. Et il y a un événement qui s'est passé, je crois que c'est dans le siècle dernier, avec un petit monsieur qui s'appelait Monsieur Gage et qui était en fait un contremaître au service des chemins de fer américains. Et en fait, son travail, c'était de faire avec son équipe, de déblayer la voie pour qu'on puisse la poser. Et ce monsieur-là, il était tout à fait sympa, il avait un bon relationnel, une bonne compétence technique, il savait se mettre en relation avec ses équipes. Et il a eu un accident, c'est-à-dire que un de ses collègues qui manœuvrait une baramine pour implanter, faire un trou pour, je dirais, implanter dans un rocher un explosif, et bien en fait, l'amorce s'est déclenchée, a approché la baramine et a traversé la tête de ce brave Phinéas. Et bon, à l'époque, tout le monde l'avait donné pour mort. On l'a malgré tout emmené à l'hôpital. Et ce Phinéas, eh bien, contre toute attente, a survécu. Donc il a réintégré son travail, mais son son comportement avait complètement changé. Donc les premières personnes qui se sont intéressées à son cas se sont dit la chose suivante. Effectivement, si il se passe quelque chose au niveau du cerveau, eh bien, on a des comportements qui peuvent changer. Donc en fait, le comportement, il vient pas c'est pas quelque chose qui vient du hasard, mais c'est quelque chose que l'on peut peut-être commencer à étudier. Voilà. Nicolas, si tu veux cliquer sur la page d'après. Oui, juste avant, si tu arrives à reculer un petit chouille ton micro de la bouche, s'il te plaît. Ça va mieux là. Impeccable. Donc aujourd'hui, moi, ce que je vous propose dans le temps imparti, c'est d'essayer de vous faire un résumé de l'état des connaissances sur le comportement et sur les conséquences que ça peut avoir.
Et puis après, on ouvrira un petit peu la porte sur, je vous donnerai peut-être la parole pour vous faire travailler, et puis vous demander qu'est-ce que vous avez pu retirer des informations que j'ai pu vous donner, parce que vous allez accompagner, d'après tout ce que j'ai compris, vous allez accompagner Chatou autant que vous êtes une personne et comprendre son comportement. Et ben, je pense que c'est la clé d'un accompagnement réussi, notamment dans la possibilité de faire la dissociation entre ce qui vient d'une méconnaissance technique ou d'un problème, je dirais, plus comportemental. Voilà, Nicolas, vas-y, clique sur les pour arriver à l'autre. Alors aujourd'hui, où est-ce qu'on en est de la connaissance du cerveau? Il y en a plein d'entre vous qui ont dû avoir des visions du cerveau avec des cerveaux reptiliens, des néocortex, avec tout un tas de choses qui ont été une modélisation qui a permis de mieux comprendre ce qui se passe. Aujourd'hui, on parle plutôt de réseaux. Dans le cerveau, il y a différents réseaux. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à 2 réseaux qui sont relativement, qui sont connectés et qui interagissent, c'est-à-dire le réseau émotionnel et le réseau rationnel. Alors bien sûr, ça, dans notre boîte crânienne, il y a 2 organes importants. Il y a l'amygdale, une sorte de centre, on peut dire, de décision, et vous avez l'hippocampe qui a aussi qui a plusieurs fonctions fondamentales, mais qui a notamment la fonction, je dirais, d'enregistrer tous les événements qui se passent autour de vous et qui, petit à petit, vont vous permettre d'apprendre à vous comporter. Donc voilà, tu peux cliquer ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que chez les animaux, comme entre guillemets, comme l'homme, si je puis me permettre cette expression, un individu, il va naître quasiment pas programmé, on va dire pas terminé en termes de comportement, ce qui est différent dans d'autres espèces animales. La petite tortue, elle naît, elle est complètement, je dirais, elle est à 95% en termes de comportement terminé. Et alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de nos différentes organes, entre guillemets, l'amygdale et l'hippocampe? Eh bien, vous êtes au contact d'un certain nombre d'événements et par vos différents sens, eh bien, vous allez enregistrer ces événements, enregistrer des images, des sons, des goûts, des odeurs, des contacts, et vous allez associer à ça, je dirais, une émotion de plaisir, ou une émotion de peur, ou une émotion un peu élaborée. Et en fait, quand vous allez devoir, ce qu'on verra tout après, quand vous allez vous comporter, votre cerveau va scanner toute votre base de données. Et en fonction de tout ce que vous avez pu enregistrer, eh bien, je dirais, ça va déclencher une émotion qui a comme fondamental, je dirais, l'objectif, je dirais, de vous permettre de vous comporter du mieux possible, en tout cas, concernant votre propre survie, ou à la fois la recherche de proie et pour échapper à des dangers potentiels. Et cet enregistrement, il commence dès les premiers jours de la conception. Alors, vas-y, Nicolas, si tu peux passer. Alors là, on va faire, c'est un peu la clé du modèle émotionnel, c'est que quand le jeune enfant, globalement, vient au monde, eh bien une fois qu'il a, je dirais, pris conscience de son identité, la première notion qu'il va avoir en face de lui, c'est la notion de pouvoir. C'est-à-dire qu'il est entouré d'individus qui ont un pouvoir sur lui. Et avoir du pouvoir sur quelqu'un, c'est faire simple, c'est détenir quelque chose dont l'individu a besoin, qu'il ne peut pas obtenir a priori facilement, et dont il a besoin. Donc, bien entendu, l'enfant, ne serait-ce que pour sa propre pitance, sa nourriture, et bien, je dirais, il dépend d'individus qui ont finalement du pouvoir sur lui. Et ces gens qui ont du pouvoir sur lui,
qu'on appelle les images maternelles, même si j'ai mis un monsieur et une dame dessus, parce que ça peut être porté, ces images maternelles sont indépendantes du sexe. Et bien, petit à petit, ces gens-là vont en plus essayer d'éduquer en lui demandant de, globalement, pas mettre les doigts dans la prise, je dirais de manger sa soupe, sinon il va se faire griller les doigts, ou ainsi de suite. Et par un raccourci, l'individu va, quelque part, faire un lien entre pouvoir, la notion de pouvoir, le ressenti de pouvoir, les relations avec les personnes qui ont du pouvoir sur eux, avec une notion de devoir et aussi une notion d'appréhension. Et de l'autre côté, vous avez une image d'autorité. Alors les images d'autorité, c'est les gens qui vont aider justement l'individu à gérer la relation avec les gens qui ont du pouvoir sur eux. Alors plutôt que de faire une grande dissertation, eh bien je prends toujours, quand on demande de parler de l'autorité, je prends un exemple un peu caricatural. C'est le petit Serge qui est tout petit, qui a quelques années, et qui aimerait sortir dehors alors que globalement il pleut. Et puis il va voir sa maman, il dit je vais aller dehors. Elle lui dit non, tu restes là, tu as vu le temps qu'il fait, tu vas choper la crève si tu vas dehors, donc voilà. Et alors moi je suis pas content parce que je veux aller dehors. Puis je m'éloigne de tout ça, et je rencontre entre guillemets mon père qui est en train, par exemple, de regarder la télé, et puis il me demande ce qui se passe. Je lui dis moi j'aimerais bien aller dehors, pour globalement, voilà, et maman n'est pas d'accord, mais il dit mais tu veux aller dehors pourquoi? Moi j'aimerais bien aller dehors pour aller chercher mon vélo, il est sous la pluie, et si on le laisse là, il va petit à petit s'abîmer, quoi. Ah, mais est-ce que tu as dit ça à ta maman? Ah non, pas du tout. Écoute, retourne voir ta mère et explique-lui justement pourquoi tu veux sortir dehors. Et tu lui expliqueras peut-être que tu vas bien sûr mettre ton cache-col, ton ciré, tes grandes bottes, et que tu vas pas rester là 1 heure. C'est juste pour récupérer ton vélo qui est en train de rouiller sous la pluie et l'amener à l'abri. Et là, l'image paternelle, qui peut aussi bien une femme qu'un homme, va apprendre justement à l'enfant à aller justement gérer la relation avec un conflit qu'il peut avoir avec une personne qui, dans ce cas-là, a effectivement le pouvoir de le laisser sortir, chercher son vélo, ou justement ne pas lui permettre de réaliser son désir, et pour aller finalement avoir le plaisir d'avoir un vélo qui ne sera pas rouillé. Alors je pense que c'est un slide qui est à la fois fondamental pour comprendre la notion de comment se passe le comportement, puisque là on a eu un bon père qui a essayé d'apprendre la mise en relation et le règlement du conflit, et vous auriez pu avoir un père qui répond écoute, assieds-toi sur le canapé, regarde le match de tennis avec moi, tu sais que de toute façon ta mère dans un quart d'heure elle va partir en course, une fois qu'elle sera plus là, tu iras chercher ton vélo. Et là, je dirais, l'image paternelle, entre guillemets, va lui apprendre un autre type de comportement pour résoudre, je dirais, les conflits. Et alors, je pense que vous, en tant que mentor, c'est très clair que vous allez devoir être quelque part, pour moi, je parle sous le contrôle de Nicolas, mais être une image paternelle, c'est-à-dire apprendre à l'individu que vous allez suivre, je dirais, à se mettre en relation avec le monde extérieur, justement pour régler un certain nombre de conflits qu'il peut avoir avec lui ou avec d'autres, et qui l'empêchent de progresser pour aller vers ses objectifs. Donc, Nicolas, si tu veux cliquer quelque part sur un bouton qu'on puisse avancer. Alors, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que vous avez vu que la construction du réseau émotionnel, elle est importante, mais elle va fonctionner en même temps que le réseau rationnel. Et de manière normale, Nicolas, si tu veux bien cliquer, eh bien, quand vous vous retrouvez face à quelque chose qui peut être éventuellement une menace, eh bien, votre système émotionnel
bah, il va être très très rapide. Il est hyper rapide. Bah, c'est normal, hein, c'est quand vous étiez en forêt ou dans une caverne et que vous faisiez face à un ours plutôt pas sympathique, si vous commenciez à vous dire où suis-je, qui suis-je, il y a des chances que l'ours vous file une taloche et puis vous récupère pour son casse-croûte. Donc la partie émotionnelle est une partie qui fonctionne très très vite. Un clic voir et fonctionnement plus lentement, vous avez une partie plus rationnelle qui, elle, va commencer à dire attends, qu'est-ce qui se passe là? Je suis dans ma chambre, je vois rentrer un tigre, j'allais me jeter par la fenêtre, mais qu'est-ce que c'est que ce tigre? Et on voit en fait que c'est votre frère qui a mis une panoplie de tigre, puisqu'on voit la fermeture éclair. Donc normalement, de son espèce de costume. La partie rationnelle, elle va vous permettre de réguler justement cette partie émotionnelle pour justement prendre la bonne décision. Voilà, si tu peux appeler. Alors un autre concept important du modèle émotionnel pour essayer de comprendre le comportement, et ça c'est des choses qui en management sont fondamentales, c'est ce qu'on appelle le principe de la réalité intérieure. Clique, s'il te plaît. Si à l'extérieur, en fait, vous avez une pomme, par l'intermédiaire de vos sens, et en fait là j'en ai représenté 5, mais en fait vous en avez, tout le monde a 10 sens. Et s'il y a une question sur ce sujet, j'y répondrai éventuellement à la fin, avec grand plaisir. Et en fait, par l'intermédiaire de vos sens, à travers vos deux intelligences, rationnelle et émotionnelle, votre mémoire, je dirais conscience et inconscient, vous allez générer ce qu'on appelle une image intérieure. Voilà, si tu peux cliquer. Et là, vous pouvez voir que la réalité intérieure devient une poire. Alors, je n'ai pas bu, je vous rassure. Sinon, Nicolas ne m'aurait jamais invité si j'abusais d'alcool de manière exagérée. Eh bien non, c'est-à-dire qu'en fait, en fonction d'une réalité externe, en fonction de vos filtres, de toute votre formation, de votre culture, vous allez vous forger une réalité intérieure. Et cette réalité intérieure, c'est par rapport à ça, en fonction de ce qu'on appelle un moteur de choix, c'est-à-dire si vous êtes plutôt optimiste, plutôt pessimiste, vous allez prendre une décision qui va vous mettre en mouvement, augmenter ou diminuer votre motivation, vous faire prendre un certain nombre d'initiatives. Alors le moteur de choix, c'est quelque chose d'assez simple. Un exemple, j'ai pris un exemple d'une pomme et d'une poire. Et par rapport au moteur de choix, prenons une réalité intérieure qui est à peu près la même pour tout le monde. C'est que si vous gagnez demain 10 millions au loto, d'euros bien sûr, il y en a qui sont plutôt optimistes, qui vont dire waouh, la grande maison que je voulais au bord de la mer à Nice, là, je vais pouvoir me l'acheter, puis j'aurai une superbe bagnole avec, ça sera extraordinaire. Et pour la même réalité, il y en a qui vont dire aïe aïe aïe, j'espère que mes voisins vont pas apprendre ça, sinon ils vont tous venir me toper pour demander que je résolve leurs problèmes. Donc en fait, cette notion de principe de réalité intérieure, elle est fondamentale à comprendre dans le management, parce que si déjà vous ne parlez pas de la même chose, quand vous vous mettez en relation avec quelqu'un, il y a très peu de chances que vous puissiez résoudre le problème. S'il y en a un qui voit une poire et l'autre qui voit une banane, quand on va vouloir parler de est-ce qu'on mange la peau ou pas, les gens ils vont peut-être pas du tout être d'accord. Donc la première chose à résoudre, c'est déjà de savoir de quoi on parle et d'arriver à caractériser le problème et d'avoir le même niveau de compréhension de façon à pouvoir, je dirais, avancer ensemble à la résolution d'un conflit ou d'un problème quelconque. Et l'importance de cliquer, Nicolas, il vous aura apparaître un petit bandeau en dessous. L'important, c'est de comprendre que les gens, ils font pas ce qu'ils font parce que, je dirais, ils voient la même chose que vous, mais non, les gens réagissent par rapport à leurs propres croyances. Et comme celles-ci ne sont pas forcément les mêmes que les vôtres, eh bien, ça veut dire
il est important de se mettre en relation, et c'est pas forcément évident, pour arriver à déjà bien se comprendre, pour pouvoir ensuite travailler ensemble. Je peux cliquer sur la chose. Alors, la maturité émotionnelle, en fait, elle a différentes étapes. Alors, clique voir un petit peu sur la suite. Si on prend cette espèce de flèche comme étant une flèche du temps, là, quand on est dans la partie tout en haut, là, on est un peu une boule de désir, hein, et on est dans l'ignorance complète. D'ailleurs, c'est intéressant. Dans l'assemblée, je pense qu'il y a beaucoup d'adultes qui ont dû faire l'expérience de mettre un nouveau-né dans une pièce, au bout de généralement de 3 minutes ou 4 minutes, grâce à ses gazouilles et à son comportement. Disons qu'on va mettre là, dans ce cas-là, un comportement positif. Tous les gens sont autour de l'individu, c'est-à-dire qu'il doit effectivement avoir un gros pouvoir. C'est un peu une boule de désir qui veut partir à la découverte. Et petit à petit, il va, par, je dirais, l'éducation, son environnement, il va être passé plus dans la zone peur, c'est-à-dire dans la dépendance, par la dépendance justement des adultes. Et à un moment, il y a une petite inflexion de la courbe, vous voyez, qui va remonter. Et alors là, s'il y en a dans l'assistance qui veulent m'aider, ils peuvent peut-être m'expliquer à partir de quel moment il y a justement cette bascule entre dépendance et indépendance. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent prendre la parole. Comme j'ai l'impression que j'ai des grands timides autour de moi, c'est généralement un phénomène qu'on appelle l'adolescence, c'est-à-dire le passage à je dirais, à un degré une maturité sexuelle un peu différente et qui est en recherche de partenariat, partenaires, mais qui généralement, selon des gens comme beaucoup plus érudits que moi qui ont travaillé longtemps, partenaires qu'on va aller chercher à l'extérieur de la cellule familiale. Et donc, l'individu va devenir indépendant. Et tu peux cliquer là, Nicolas, sachant que l'objectif, au bout d'un moment, quand on arrive à une notion de maturité émotionnelle, c'est de faire que l'individu puisse assumer et être responsable. Et, si vous voulez, on pourra parler de cette notion. Et bien entendu, autonome. Alors, c'est vrai que peut facilement avoir des difficultés entre la personne autonome ou indépendante, puisque c'est des gens qui, a priori, vous fonctionnez seuls. Mais là, je vous donne la clé. Il y a une différence fondamentale entre l'indépendant et l'autonome. C'est que l'autonome, lui, va être capable de demander de l'aide à temps. Et là, je dérape un peu sur la partie mentorat. Je pense que c'est important que vous arriviez justement à créer une relation forte avec la personne que vous allez accompagner pour qu'elle puisse, au-delà de ces 6 semaines de contact, qu'elle puisse même à la limite vous appeler à temps quand elle est devant un problème et pas vous appeler au moment où la voiture elle est dans l'arme, quoi. Et dire oui, voilà, j'ai eu un problème, non. Et essayer de faire justement, de créer une relation qui leur permette d'aller vers cette autonomie, et pour leur prendre, je dirais, le plus de responsabilités possible dans le cadre de leur développement à la fois d'étudiants et d'hommes. Donc, si tu veux avancer encore un petit peu. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je vous ai donné une clé pour reconnaître la différence entre quelqu'un d'indépendant et d'autonome. Mais ce qui est intéressant, c'est que les gens qui sont plutôt dans la partie où ils sont dominés par leur peur, c'est clair qu'ils sont animés par le déplaisir, ils sont dans le devoir, ils écoutent leur peur, ils se soulagent, ils vont minimiser les risques. Ils vont, comment dirais-je, avoir besoin de se former de manière continuelle. Ils sont en phase un peu de survie. Ils ont besoin d'un protecteur. Ceux qui sont globalement plus, clique voir, Nicolas. Clique sur la suite. Ceux qui sont par contre là, plus dans la phase de passer en autonomie, ils sont plus dans leur notion de suivre leur désir.
de prendre des risques calculés. Et là, je pense que c'est des choses, en tant que mentor, il va falloir que vous appreniez à, alors justement, prendre des risques calculés, de s'entraîner, de vivre. Il sache produire, sache créer des alliances, alliées pour résoudre un certain nombre de problèmes. Et qu'en cas d'erreur, eh bien, je dirais, la personne ne soit pas là immobile, mais qu'elle puisse transformer cette erreur en apprentissage. Clique voir encore sur la suite. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que ce qui était très bien, c'est que normalement, le réseau émotionnel, il est contrôlé par ce réseau rationnel. Hein. J'ai pris un exemple un peu puéril du tigre qui est en fait votre voisin ou votre frangin qui rentre avec la panoplie de tigre et puis sa fermeture éclair. Et puis vous arrivez à réguler tout ça et puis à lui dire bon écoute, arrête de faire l'andouille, je t'ai reconnu quoi. Mais malheureusement, dans la vie de tous les jours, là, tu peux cliquer, Nicolas, bien la régulation, elle n'a pas lieu. Parce que l'émotion, elle est tellement forte que, je dirais, elle prend le dessus. Et alors, il se passe quoi? L'individu, vous comme moi, il va être où? Il va être, clique, s'il te plaît, Nicolas. Il va être dans un état complètement intérieur. C'est l'émotion qui a pris le pouvoir. Et il est là comme Jerry, complètement, je dirais, perdu dans son système émotionnel. Et c'est des choses qui vont, être pour rester et perdurer. Clique. Et là, voilà. Alors malheureusement, cet état où c'est les émotions qui prennent le dessus, il est ni profitable à l'individu, parce qu'il est plus, vous le verrez tout à l'heure, il est plus du tout en contact avec l'extérieur. Et c'est aussi pas très profitable à l'entourage, parce qu'il est en relation avec personne. Et là, cet apprentissage de régulation est fondamental. Alors, je vois que tu as été vite, Nicolas, mais on va y arriver. Pardon. Et je pense qu'un mentor, c'est, comme j'avais dit un peu en introduction, c'est des fois arriver à lui faire je dirais reprendre pied. C'est-à-dire que l'échec qu'il a pu avoir ou la chose qui ne s'est pas passée comme il a voulu dans son cursus, bien arriver à lui faire retomber la vapeur et à lui permettre justement de transformer la situation qu'il a mal vécue en opportunité. Bon, maintenant, on peut passer à la chose suivante. Alors là, ce qui est intéressant, c'est de voir que ces concepts de maturité, d'intelligence émotionnelle et de maturité, elles ont une importance fondamentale par rapport au stress. Il y a des gens tu peux cliquer sur il y a des gens qui vous expliquent qu'il y a le bon et il y a le mauvais stress. Mais en fait, pour un stress identique, vous allez le voir en tant qu'adulte, lui, il le sent le stress. Mais comme il arrive à contrôler son émotion, il peut reprendre le dessus assez rapidement. Bien, le comportement de type plus on appelle d'adolescent, là, ça va être un peu plus long. Le stress, la perturbation, elle est un petit peu plus grave. Et après, vous avez le comportement dit d'enfant, où là, je dirais, le stress, il est énorme et ça dure. Donc, ça a un impact, ça, sur les capacités d'écoute. Tu peux cliquer. Parce que là, quand vous êtes avec un comportement d'adulte, vous êtes à pleine écoute. Quand vous rentrez dans un comportement d'adolescent, vous êtes dans une écoute dite perturbée. Et là, quand vous êtes dans un comportement d'enfant, vous n'avez aucune écoute. Vous êtes dans l'incapacité d'écouter votre collègue. Et écouter votre collègue, globalement, ou je dirais la personne avec qui vous êtes en relation, c'est pas entendre qui parle. Écouter, c'est arriver à
construire par rapport à un conflit, à une difficulté, par rapport à quelque chose, un problème que l'on veut résoudre, c'est d'arriver justement à construire un plan d'action qui convainque les deux personnes et que chacun reparte avec sa part du boulot. Et là, on se retrouve dans une phase où l'écoute n'est pas possible. Et ça, bien entendu, ça a un impact au niveau du quotient intellectuel. C'est quand vous êtes pas perturbé par votre stress, eh bien, vous avez votre QI qui est au maxi. Vous avez le meilleur rendement. Quand vous commencez à être un peu dans un comportement qu'on dit plus ado, le rendement au niveau du QI il est altéré. C'est-à-dire que vous avez beaucoup plus de difficultés à raisonner. Et après, quand vous êtes complètement perturbé par un stress extérieur et que vous êtes parti en vrille, dominé par vos émotions, et bien là, vous êtes dans un rendement de votre QI devient défaillant, c'est-à-dire qu'il va expliquer pourquoi vous êtes dans cet état-là. Ça veut dire qu'il va inventer des trucs qui ne tiennent pas debout, mais qui vont quelque part vous permettre d'être en équilibre avec l'ensemble des émotions qui sont générées et pour lesquelles vous êtes en comment dirais-je, en relation. Voilà. Donc, en tant que mentor, il faudra bien ramener, comme je pense que la notion d'écoute, elle est fondamentale, il faudra s'assurer que par rapport aux échanges et au stress que pourra générer l'échange ou au stress dont vous allez parler, que vous vous retrouviez bien tous les deux le plus proche possible de la pleine écoute, de manière à ce que vous puissiez faire tous les deux fonctionner votre cerveau au maximum pour que l'accompagnement soit le plus efficace possible. Bon, Nicolas, si tu veux cliquer sur la suite. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'en conséquence, quand on a commencé à comprendre le fonctionnement grâce au modèle émotionnel, qui pour moi est un des modèles les plus élaborés de compréhension maintenant du comportement des individus, faut bien comprendre qu'on n'est pas des robots. Ça, semble évident. Et donc, ça veut dire que le comportement humain, il peut parfois paraître être illogique. Et qu'on peut être très intelligent et on peut arriver à se nuire à soi-même. Et donc, je pense que tous les individus et les étudiants que vous allez encadrer, que vous allez faire grandir, sont tous, à mon avis, intelligents. Par contre, ils vont peut-être se retrouver, dans un certain cas, à prendre des décisions qui sont nuisibles et qu'eux ne s'en rendent pas compte. Par contre, vous, en tant que mentor, vous allez vous en rendre compte. Et là, ça veut dire qu'à ce moment-là, peut-être que la problématique, elle ne sera pas technique, elle ne sera pas de l'incompréhension du cours de maths, mais elle sera peut-être plus sur une partie comportementale et émotionnelle, et que ça sera à vous d'oser aller poser la question et pour aller sur ce sujet. Voilà, si tu veux cliquer, Nicolas. Allô ? Oui, c'est bon. Voilà. Alors en fait, ce que je voulais dire, c'est que nous sommes tous des êtres en relation et on se construit dans la relation. Vous avez compris que le petit enfant, quand il naît, sa programmation comportementale est à faire. On estime qu'on a à peu près 3 à 4% de préprogrammation qui viennent, selon les théories, de différentes choses, justement, même qui peuvent se passer à travers justement des chocs émotionnels reçus par des générations antérieures. Ça, c'est un autre sujet. On élaborera dont on parlera sans doute pas aujourd'hui. Et donc, c'est vrai que vous allez être en relation avec des gens beaucoup plus jeunes que vous, ou en tout cas plus jeunes que vous. Et dans cette relation qui va se créer, vous allez avoir une importance dans la création du moi de la personne que vous suivez. Bon, je pense que c'était important de le rappeler. Nicolas, si tu peux cliquer. Et alors, ce qu'on dit beaucoup, c'est que ça va risquer de déboucher sur ce que l'individu a pu vivre dans son enfance, parce que
cette notion de mise en relation et de programmation à la mise en relation, bah, le premier endroit où les gens se construisent, tout autant qu'on soit, bah, c'est dans la cellule familiale. C'est le premier endroit où on fait l'expérience de pouvoir, d'autorité, où on va vivre ses premiers désaccords et où on fait ses premières constructions et ses premières représentations, et ses souvenirs émotionnels. Donc, il se peut que vous puissiez, que le fait de savoir d'où vient l'individu et comment il a grandi, bah, vous permette de mieux l'aider. Voir sur la suite. Et parce que c'est dans ses premières années où il a grandi que l'individu a construit, je dirais, sa stratégie comportementale, qui est pilotée chez l'homme, bah, je dirais, pour la nécessité d'exister et de se démarquer des membres de la famille, de la fratrie, en développement des comportements spécifiques. Il y a beaucoup de parents qui, des fois, me disent bah, ah là, moi, je comprends pas, j'ai donné la même éducation à mes différents enfants. Et, oh, punaise, mais alors, ils sont complètement différents. Bah oui, c'est normal. Hein. La nécessité d'exister, c'est qu'il faut se démarquer. Hein. Si on veut si on veut 100% de maman et qu'on a la même stratégie que son frère, au mieux, on l'aura à 50%. Hein. Et donc, là, généralement, je donne un exemple un petit peu humoristique, c'est que bah, le premier enfant qui naît, c'est généralement le premier de la classe. Lui, il fait bien tout ce qu'on lui dit, et il se rend compte que plus il fait ça, bah, mieux ça marche. Et finalement, plus on s'intéresse à lui, et plus la relation qu'il a avec papa, avec maman est bonne. Mais si le deuxième, il arrive, comme je disais tout à l'heure, il risque de n'avoir que 50%. Donc, généralement, le numéro 2, bah, ça va être le rebelle. Lui, on lui dit A, il fait B. Hein. Et puis, ça énerve maman. Mais au moins, maman, elle va s'en occuper. Et comme ça, il est en stratégie gagnante. Le numéro 3, bah, il y a déjà le premier de la classe, il y a le rebelle, ça pourrait être le chétif. Et ben, le chétif, ce qui est intéressant, c'est que lui, il passe une grippe à 3000 km, il va la choper, mais il est malade. Et comme il est malade, on s'occupe de lui. Après, il y a un quatrième comportement, il y a toute une batterie de comportements, et j'ai vu que vous allez être accompagné par des cabinets spécialisés qui vont vous expliquer où est-ce que vous vous situez, ça c'est très bien. Le quatrième comportement qu'on aime bien, c'est la commère, c'est comme la mère. Hein. Il dit, bah, écoutez, papa, écoute, maman, bah, le premier de la classe, il a fait ses devoirs, là, c'est bien. Hein. Ah, puis le deuxième, là, il est devant le jeu vidéo, il joue à fond la caisse, il est tranquille. Et le numéro 3, le chétif, il a bien pris ses médicaments et il dort, tout va bien. Les autres vont bien, s'il te plaît, papa, s'il te plaît, maman, occupe-toi de moi. Et ce qui est important de comprendre, bah, c'est que ces comportements qui sont ainsi construits, bah, ils vont perdurer tout au long de la vie s'ils ne sont pas compris ou travaillés. Donc, dans votre relation, la compréhension du comportement de votre, comment dirais-je, de votre mentoré, si je puis dire, eh bien, si des fois il vous semble bizarre, il faut savoir qu'il a dû le construire à sa manière et qu'il faudra peut-être au minimum lui conseiller essayer qu'il s'en rende compte et lui conseiller, je dirais, de le travailler. Donc voilà, tu peux avancer, Nicolas. Donc quand vous allez avoir votre votre mentoré en face de vous, il faudra bien vous rendre compte qu'il a 4 âges, ce monsieur. Il a l'âge de l'état civil. Alors en France, comme je dis souvent, ça, il n'y a pas trop de problème. Il y a d'autres pays où c'est un peu plus compliqué. Il a son âge biologique. Il y a des gens qui font plus que leur âge, moins que leur âge. Hein, ça, c'est des choses qui sont assez compréhensibles. Mais il y a aussi l'âge rationnel. C'est-à-dire que c'est clair que si la personne que vous avez en face de vous, et en fait, elle a passé son bac à 14 ans avec la mention très bien ou l'excellence du jury, les gens vont dire qu'il est en avance sur son âge, mais en tout cas sur son âge logique, pas la partie rationnelle. Et vous avez derrière, j'explique l'âge émotionnel.
en fonction du différent niveau de maturité. L'intelligence émotionnelle, on en a tous. Après, la manière dont on progresse vis-à-vis de la maturité, je dirais ça, c'est autre chose. Donc, pensez bien que quelque part, on a la personne en face de vous aura ces 4 âges. Et puis là, je jette un petit pavé dans la mare. Vous aussi, vous avez 4 âges. Alors posez-vous la question de savoir où est-ce que vous vous situez selon vous. Vous allez avoir des tests, je crois, avec ce que mis l'équipe de Nicolas en place. Ça va permettre aussi peut-être de vous connaître. Parce qu'il est clair que si vous ne vous connaissez pas, ou s'il y a des zones troubles dans votre fonctionnement, et que si c'est les mêmes qu'il y a au niveau de la personne que vous allez, dont vous allez être le mentor, il peut y avoir des incompatibilités ou des mises en résonance telles que vous ne pourrez pas l'aider. Donc, dans votre programme, de ce que j'ai compris, il y a une phase un peu de matching. Cette phase, elle est fondamentale, hein, de façon à ce que vous ne soyez pas justement dans le trou, dans votre propre trou personnel de mentor par rapport à la difficulté que le mentoré rencontre. Parce que sinon, je dirais, ça sera un échec cuisant pour les deux. Hein. Donc, Nicolas, si tu veux cliquer. Là, je voulais simplement parler des différentes étapes. Parce que je vous ai parlé de l'intelligence et comment on évoluait vers la maturité. Alors, j'ai l'habitude de dire qu'il y a même une étape 0. C'est les gens qui pensent que les émotions n'existent pas. Pour eux, ils sont rationnels, point barre, et l'émotion, ils les refoulent. Bon, ça, c'est compliqué. Et généralement, ça se traduit par des dérives au niveau biologique. Mais de façon habituelle, la première étape, c'est la conscience de soi. C'est-à-dire que vous, c'est à travailler sur la capacité à identifier ses émotions et à les nommer. Parce que quand on les a nommées, avec son nom propre, quelque part, elles deviennent, on en a conscience. Et on commence à reconnaître leur influence. C'est-à-dire quand on sent que la colère monte en soi, on reconnaît cette colère particulière, et on sait que si on ne fait rien, si on ne sort pas prendre l'air, on va péter un câble ou on va se mettre à brailler. Si on veut brailler, il suffit qu'on laisse faire. Si par contre, ce n'est pas le moment, c'est peut-être le bon moment de sortir et d'aller se calmer. Alors en étape 2, par rapport à la conscience de soi, c'est la maîtrise de soi, qui consiste à canaliser ses émotions et à s'adapter aux situations. Bien entendu, hein, ce que je viens de dire. Si vous voyez que la colère monte, c'est le moment ou jamais peut-être d'aller prendre l'air pour qu'elle redescende. Et là, vous commencez à être un peu plus maître de vous. Et en point 3, ce qui est important, vas-y, clique, c'est la conscience de l'autre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les étapes 1 et les étapes 2, quand vous les pratiquez, elles vont vous permettre de vous étalonner, c'est-à-dire vous étalonner sur un type d'émotion. Et quand plus vous êtes étalonné sur certains types d'émotions, plus vous allez les reconnaître et les ressentir chez l'autre par votre système empathique, sympathique. L'empathie, si vous n'êtes pas étalonné sur le rejet, que votre mentoré est en plein ressenti de rejet, vous n'allez même pas vous en rendre compte. Donc, vous n'allez pas pouvoir avoir conscience de l'autre. Alors que si vous êtes bien étalonné sur ces notions-là, immédiatement, vous allez pouvoir avoir conscience de l'autre et être capable de détecter et comprendre ses émotions et agir en conséquence. Et le point 4, c'est ce qu'on appelle la maturité sociale. C'est vrai que si vous arrivez à ressentir dans quel état sont les autres, dans quel état émotionnel vous êtes, vous allez sans doute trouver le meilleur plan d'action pour arriver à inspirer, influencer les autres de manière positive, c'est-à-dire pas les manipuler à votre intérêt, mais dans l'intérêt de la résolution du conflit auquel vous faites face. Donc, Nicolas, si tu veux cliquer. Voilà, maintenant qu'on a, je dirais, vu l'état de la connaissance en très rapide, hein, puisque c'est un sujet qui commence à être relativement documenté et qui est assez complet. Je dirais, j'ai essayé dans la présentation déjà de vous donner
des conseils un peu pratiques, de façon déguisée. Alors, je ne sais pas. Est-ce que vous en avez d'autres qui vous viendraient à l'esprit ou est-ce qu'il y en a qui veulent prendre la parole, réagir par rapport à ce que j'ai pu raconter? Et voilà, je laisse quelques instants. Un grand merci, Serge, pour cette présentation complète. La parole circule. N'hésitez pas à rebondir à l'oral ou aussi par chat, si ça vous est plus simple. Aurore, Anne, Anaïs pourront reprendre vos questions ou si vous souhaitez les poser. En tout cas, peut-être pour lancer un petit peu la discussion, en tout cas, vous savez qu'on rentre au XXIe siècle dans l'ère de la connaissance, des savoirs, mais en même temps dans l'ère des coopérations, du lien social, qui sont toutes ces thématiques aujourd'hui qui nous résonnent à différents niveaux. Et finalement, on se rend compte que pendant longtemps, on avait l'innovation technologique. On apportait une technologie dans une organisation et puis le savoir était plus ou moins partagé, mais l'innovation tirait tout le monde. Aujourd'hui, ce qui fait la force d'une organisation et de la relation, c'est aussi la capacité d'innovation sociale. Et finalement, on dit souvent, avant, il fallait avoir une bonne idée, avoir une idée bonne. Et aujourd'hui, l'enjeu, c'est moins d'avoir une bonne idée que de la rendre bonne en la partageant et en greffant les acteurs autour de soi. Alors, peut-être là-dessus, Serge, tu as beaucoup parlé de croyances. Et finalement, comment on identifie des croyances chez un individu? Ouais, ça c'est en lui posant la question. Hein. Et en lui posant la question, une simple, c'est pourquoi tu fais ça, hein. Parce que le gars, il va Et par contre, là, j'ai mis sur le slide quel conseil pratique donner. Alors, comme je sais que c'est un sujet qui, à la fois, qui touche tout le monde, mais qui est très difficile à aborder. Moi, j'ai l'habitude de dire que la première chose, quand on accompagne quelqu'un, la question à se poser, c'est est-ce que vous êtes prêt à l'aimer? Et là, j'utilise le terme aimer. Le problème du français, c'est qu'on aime son chien, on aime les pattes, on aime sa femme, on aime la musique classique, mais ça n'a pas forcément toujours la même signification. Quand on dit en français être prêt à aimer l'autre, généralement on traduit par être bienveillant. Mais ce terme de bienveillance, il est un peu faible. Il y en a certains qui sont intéressés ou qui sont des littéraires émérites et qui ont étudié un peu le grec, ils pourraient regarder simplement que dans la langue grecque, pour le même verbe aimer qu'on a en France, on en a plusieurs. Il y avait notamment, bon, tout le monde connaît Eros, hein, mais là, c'est pas de Eros dont j'ai parlé, j'ai parlé plus d'agape, c'est-à-dire la capacité d'un amour universel. Est-ce que vous êtes prêt à aimer la personne que vous allez avoir à accompagner? Parce que quelque part, si vous voulez l'aider, il va falloir que vous compreniez d'où vient le problème avant de lui proposer une solution, pour ne pas faire ce que j'appelle une projection de votre propre compréhension et de votre propre ressenti, c'est-à-dire lui apporter la solution que vous auriez voulu pour vous, enfin vous auriez prise pour vous, alors que c'est pas forcément celle qu'il lui faut pour lui. Mais si vous voulez ne pas tomber dans ce piège, eh bien, il va falloir vous mettre en relation avec lui. Et si les gens sentent de la bienveillance, on va prendre ce terme-là parce qu'il gêne généralement moins que de l'amour, alors que c'est bien l'amour dont on parle, eh bien, ils vont pouvoir s'ouvrir et ils vont petit à petit, globalement, vous parler de leurs difficultés et en parler de manière vraiment vraie, profonde. Et ça vous permettra, vous, de comprendre où il en est et de comprendre son problème. Et de travailler avec lui à la solution à mettre en œuvre. Parce que l'objectif de l'écoute, comme je disais tout à l'heure, c'est que les deux soient convaincus. Déjà, on a bien reconnu de quel problème on parle. Et derrière, que les gens soient convaincus comment dirais-je, des actions qu'ils ont à faire chacun de leur côté pour pouvoir, je dirais, progresser et résoudre le problème. Donc le conseil pratique, c'est d'arriver
et dans un premier temps, à être bien persuadé d'être une bienveillance forte pour pouvoir comprendre le problème de l'autre, pour pouvoir travailler avec lui à une solution qui ne serait peut-être pas celle que vous auriez choisie. En tout cas, c'est celle qu'il va être capable de porter, sur lequel il est convaincu. Et vous, bien entendu, vous devez être convaincu que ce n'est pas une voie sans issue, bien entendu. Alors, je ne sais pas si j'ai fait plutôt un monologue. Mais bon, voilà ce que je peux dire sur les premiers concepts, dirais-je, de l'intelligence et de la maturité émotionnelle, ramener à la fonction de mentorat. C'est ce que toi, tu m'avais demandé, Nicolas, de faire. J'espère que ça a répondu à tes attentes. En tout cas, et aux vôtres aussi, à ceux qui sont restés silencieux pendant que je parlais. Un grand merci, Serge. Je pense que ça résonne, voilà, ça vient mettre des mots sur ce que beaucoup d'entre nous ressentent. Tu as évoqué en propos liminaire, voilà, ton initiation, on pourrait dire, dans ton middle age, à une quarantaine d'années, en faisant écho un petit peu à ces transformations sociétales, humaines dont je parlais. C'est vrai que voilà, l'enjeu pour nous aussi, c'est de permettre aussi aux étudiants de progresser sur ces logiques de compétences émotionnelles, compétences relationnelles, et en même temps, de permettre aux mentors de progresser aussi dans cette relation de mentorat. Alors, ça fait beaucoup de choses. Est-ce que certains d'entre vous veulent réagir, compléter, questionner, abonder? La parole est à vous. On a encore un petit quart d'heure. On a la chance que Serge ait pu se rendre aussi disponible. Donc, profitez-en, si j'ose dire. On vous a tous perdus? On vous a tous endormis, peut-être. Peut-être pour compléter ou aller dans le sens de cette présentation. Merci beaucoup. Au sein de la structure Pôle emploi, l'approche, bien évidemment qu'elle va être dans cette démarche. Quelque chose qui est vraiment prégnant, c'est donner l'autonomie, et l'autonomie, elle ne se décrète pas, s'accompagner dans la responsabilité, on est dans la co-responsabilité. Cette écoute active, elle est importante puisqu'elle nous permet aussi d'aller au-delà de ses propres représentations. Moi, j'avais plutôt l'idée c'est une formation ancienne, hein, peut-être sur le cadre de référence, c'est-à-dire quel est le cadre de référence que chacun a pour pouvoir ensuite parler le même langage. Cette confiance, elle va passer par effectivement le questionnement, un questionnement ouvert. On a parlé de bienveillance, on va dire que c'est primordial. Un questionnement qui va être ouvert, qui va être sur de la reformulation, pour qu'on arrive à être sur le même niveau, entre guillemets, et le fait de laisser l'autre faire. Je crois que c'est important, c'est que le jeune, c'est aussi de lui laisser la méthode. Par contre, notre rôle va être de questionner sur la méthode, c'est-à-dire comment il compte faire. C'est là où on va voir l'autonomie. C'est que s'il nous dit oui, je vais faire, c'est peut-être pas s'arrêter sur le oui, mais peut-être dire voilà, comment amener sur la méthodologie, comment le jeune va se mettre en mouvement pour arriver à mettre en place ce que on aura co-construit ensemble. C'est là que peut-être on s'apercevra qu'il y a des étapes, il y a un accompagnement plus spécifique. C'est là où c'est très important parce que je me suis fait piéger au tout début de nombreuses fois où on pense que la personne a compris, alors peut-être intellectuellement, mais après dans la mise en œuvre, on a parlé de confiance, ben, on ne sait pas. On ne sait pas faire. Donc c'est là où voilà, je mettrais peut-être une vigilance. Merci Sabine. Effectivement, hein, tu touches le point central des croyances qui sont enfouies, qui sont la conséquence d'une éducation, d'une construction. Et c'est pour ça que je reviens un petit peu à ma question auprès de Serge. Et voilà, comment on identifie les croyances? Alors tu évoquais le fait de poser la question, mais on sait que parfois c'est plus complexe entre ce qu'on donne à voir et puis ce qu'on est réellement ou comment on fonctionne réellement.
Voilà, est-ce que tu as des conseils ou des clés sur voilà, les croyances, comment elles se construisent ou comment elles se déconstruisent aussi, on pourrait dire? Là, il y a des. Après, ça dépend. On rentre dans des phases on va dire de psychothérapie, mais il y a des travaux derrière qui peuvent être faits, bien entendu. Mais je crois que faut rester à un niveau comme nous, on est en entreprise, parce que moi, je suis pas un psychothérapeute. Hein. Je peux pas avoir ce rôle-là en tant que chef d'entreprise. Mais c'est juste de bien faire ce qu'on appelle des effets miroirs, qui sont des fois pas forcément évidents. Hein. Et dire, est-ce que tu te rends compte de ce que tu viens de dire? Est-ce que tu te rends compte de ce que tu viens de faire? Est-ce que tu te rends compte de ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça? Et après, il y a toute la problématique de est-ce qu'un individu est intéressé ou pas à attaquer ce pan-là. Il y a des individus qui ne sont pas du tout demandeurs de ce genre de choses. Et en entreprise, c'est difficile de les rendre demandeurs. Après, si on arrive, on essaye malgré tout de changer l'environnement, enfin, de la systémique, et pour pouvoir avoir des gens qui sont dans un environnement où leurs comportements auront des conséquences positives à l'ensemble du groupe. Mais au niveau du mentorat, je pense qu'on peut peut-être aller un petit peu plus loin, justement en lui montrant ou en essayant de lui dire, toi, si tu as telle croyance, si tu crois que tu es mauvais en mathématiques et que tu n'y arriveras jamais, globalement, tu n'y arriveras jamais. C'est pas la peine, c'est coincé. Alors, pourquoi tu n'y arriverais jamais? Alors après, on n'a pas tous les mêmes dons par rapport à par exemple, à cette matière. Mais il est clair que par rapport aux croyances, il faut être à l'écoute, faire un effet miroir. Et la personne qui a parlé juste avant moi là, de Pôle emploi, elle a dit quelque chose de très juste, c'est-à-dire que quand on vous répond oui, il faut aller plus loin. Parce que des fois, la personne, elle va répondre oui simplement pour se débarrasser du problème. Pour vous pensez que le problème est résolu et que tout va se passer comme vous avez cru que ça allait se passer. Et puis après, non, ça se passe différemment. Donc, l'écoute et puis la reformulation, dire mais tu me réponds oui, pourquoi? Parce que tu en es convaincu. Donc, qu'est-ce que tu vas effectivement mettre en œuvre derrière et comment on va découper peut-être ce projet de transformation en petits pas pour que moi je puisse contrôler que ça se passe bien en tant que mentor, que ça se passe bien dans le bon sens. Et là, il y aura peut-être avec vos cabinets à faire un travail sur que le contrôle du mentor, c'est pas du flicage, c'est la même chose que ce que j'explique ici en management. Le contrôle, c'est fait pour construire la confiance. La confiance, elle se construit sur le contrôle. On ne donne pas la confiance, je dirais, sans rien. Et de cette façon-là, l'individu peut peut-être se rendre compte, mais qu'il y a certaines croyances qu'il a qui sont fausses. Et il va peut-être les remettre en cause. Et il va peut-être se remettre en cause. Et puis, il y a peut-être aussi une chose qui est importante, c'est qu'un mentor, il doit être prêt à répondre aux questions que peut lui poser le mentoré, parce que si à un moment on attaque, oui, mais toi, voilà ce que je vois, machin, dans tel sujet, tu as réagi comme ça, et c'est pas positif. Le mentoré, il peut très bien retourner la question et dire, et toi, tu ferais comment? Et là, si vous voulez construire la confiance, il faut être prêt à vouloir répondre. Merci Serge pour ces nouveaux éclairages. Des questions, d'autres interventions de l'auditoire? Vous pouvez lever la main. Donc là aussi, sur les derniers propos de Serge, sur cette notion de contrôle, mais pas au sens de vérifier, mais plus de co-construire, c'est ce que l'on a appelé les séances de co-développement avec le cabinet. Donc c'est aussi dans ces espaces de discussion
où vous allez pouvoir partager un petit peu ce qui vous a paru, je dirais, plus facile, des choses plus complexes dans la relation avec le mentoré. C'est là où vous allez pouvoir aussi, comment dire, susciter l'effet miroir du consultant pour aussi vous faire progresser si besoin est dans vos approches du mentorat, aussi dans vos propres croyances, puisque l'idée aussi, en faisant cette logique de mentorat, bien sûr l'esprit bienveillant comme on l'a évoqué, mais c'est aussi quelque part pour vous sortir de sa zone de confort pour aller sur quelque chose de plus ou moins connu, et on vous remercie véritablement de cet engagement qui est pour nous véritablement un gage de succès. Et voilà, c'est pour ça qu'on a voulu en parallèle sécuriser ou en tout cas mettre des ressources pour vous permettre d'avancer au mieux dans cette démarche. Voilà ce qu'on peut vous dire à ce stade. On arrive bientôt au terme de la masterclass de ce jour. Peut-être, est-ce que certains d'entre vous souhaitent encore une fois intervenir, réagir, questionner, se désengager? Point d'interrogation. J'espère que, en tout cas, ça vous a été utile, que ça vous a permis d'avancer sur cette notion de rôle du mentor et de comment appréhender ce rôle. Monsieur Gigueleux, on ne vous entend pas, mais si vous voulez prendre la parole, vous êtes le bienvenu. Moi, je me sens un peu seul pour tout vous dire. Bon, écoutez. Bon, eh bien, écoutez, je pense qu'on a épuisé le sujet. Donc, du coup, sur la suite, donc, on va revenir vers vous par email avec notamment les différents outils évoqués, la mise en place du jury, et puis donc déployer un petit peu cette action. N'hésitez pas si vous avez des questions, remarques, suggestions à nous les envoyer aussi par mail, soit à moi-même, soit à l'équipe du club, voilà, pour qu'on puisse les prendre en compte et puis améliorer la démarche. En tout cas, un grand merci à tous pour votre participation. J'espère encore une fois que ça vous a été utile. Voilà, on touche des sujets assez complexes qui nous résonnent tous en tant qu'individus, mais aussi en tant que collectif. Donc voilà, c'est aussi une progression qu'on est content de faire à vos côtés. Merci. En tout cas, c'était très intéressant. Ouais. Merci Sabine. Merci beaucoup. Bon après-midi et au plaisir de vous retrouver. Au plaisir. Au revoir. Au revoir Sabine. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir, bon après-midi. Merci, au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir.